Ça, c'est la réponse. Ah ben là, il a vu. Bon, après, ils sont à Paris. Donc, ça doit être Le bateau allant de New York en Argentine. Ça, c'est l'écriture de Nani. Ça, c'est oui. Donc en fait, mais Anne-Marie, non, parce qu'elle n'était pas en oui, c'est ça. Mais Anne, alors là, est-ce que là, c'est Oui, alors ah non, tu vois, tout alors ça, c'est c'est très mélangé. oui, tout ça, c'est. Ah ben tu vois, là, Voilà, tout seul, oui, ça c'est libre. Mais elle est pas regarde là, on le voit bien. une espèce de Là, c'est-à-dire qu'il drôle, la photo est drôle. Oui, alors elle est drôle. La photo est drôle. C'est marrant. Ah, mais ça, c'est. La correspondance familiale dont il sera question ici provient du fonds Denis de Rougemont, conservé à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel, où elle a été déposée partiellement en 1990, puis complétée par un second versement en 2002. Elle n'avait encore jamais été exploitée avant qu'elle fasse l'objet d'un article que j'ai écrit pour la revue historique neuchâteloise en 2019. L'ensemble comprend des lettres que Denis de Rougemont a écrites entre 1920 et 1953 à ses parents et à l'une de ses sœurs, ainsi que celles de chacun d'entre eux, rédigées principalement entre 1941 et 1973. Dans un premier temps, la correspondance a probablement été conservée par chacun d'entre eux en vrac, puis rassemblée après leur décès. Il ne s'agit pas d'un échange épistolaire continu. Un inventaire a été dressé par la BPU et les lettres ont été numérisées. Dans la mesure où celles de Denis de Rougemont n'étaient que rarement datées de manière complète et précise, un classement chronologique s'est avéré nécessaire. Mon travail a été grandement facilité grâce à la transcription et à la datation des lettres, effectuées dans le cadre de projets de numérisation Rougemont 2.0 par des historiens genevois sous la conduite de Nicolas Stanger. Les protagonistes de cette correspondance sont bien sûr Denis de Rougemont, son père Georges, qui a été pasteur de Couvet et de Baule-Colombier, sa mère Sophie Alice née Beauvais, et sa sœur Antoinette, qui est devenue par la suite épouse du conseiller fédéral Max Petitpierre. Plusieurs missives de Denis de Rougemont font allusion à celle reçue de Titine, sa sœur Anne-Marie, lettre dont il ne reste malheureusement aucune trace. Quand Alice de Rougemont signe en son nom, elle écrit en fait aussi au nom du couple parental, voire même de l'ensemble de la famille. L'intérêt de cette correspondance inédite réside dans le fait qu'elle dévoile des pans de la vie ordinaire de celui qui deviendra tout sauf un homme ordinaire. Dans les extraits que vous allez entendre, il ne sera qu'indirectement question de l'œuvre de l'écrivain. Les toutes premières lettres sont celles de Denis de Rougemont, adolescent, en vacances à Paris chez une tante. Affectueusement signées Topinet, Top ou Taupin, elles ne sont pas datées, mais on peut les situer en 1922. Rougemont est gymnasien, il a alors 16 ans et il se voit déjà écrivain. Paris, mercredi 1922. Chère maman, merci de ta lettre reçue hier matin. J'arrive comme la grêle après la vendange te souhaiter une bonne fête, beaucoup de bonheur et pas trop d'ennui avec tes enfants. Ne crois pas que je n'y ai pas pensé à temps, mais j'ai une telle foule de lettres et cartes à écrire que je suis obligé de les répartir et n'ai guère eu le temps d'écrire juste après ma première lettre. Voici un résumé de mes faits et gestes ces derniers jours. Vue. Trouvez-moi, opérette, avec Oncle Eugène. Une pièce de Sacha Guitry avec Lucien Guitry, pas moi, et Yvonne Printemps. Le bal et le ballet du Moulin Rouge à Montmartre, la fin des 6 jours au Veldiv. Promener au Bois de Boulogne. Fin de soirée au café de la Rotonde, nombril de Montparnasse, nombril du monde. J'ai passé 1 heure au Louvre dimanche avec Oncle Max et vais y retourner ces jours prochains. J'ai passé à la rue Saint-Ferdinand où habite Monterland, absent d'ailleurs, sans oser pénétrer dans un des hôtels qui la composent, impressionné que j'étais par de somptueux laquais. Je commence à m'y retrouver facilement dans le métro, mais c'est fou le temps et l'argent qu'on perd dans ces transports en commun. Achat, un complet, un par-dessus d'été, des souliers vernis pour 21 francs suisses, cravate, etc. Je deviens super chic pour quasi rien. Je crois que je pourrais tourner avec ce que j'ai. Si tu as des désirs spéciaux, gants, linge, mouchoirs, etc.,
Écris-le-moi, on trouve des occasions surprenantes. Au revoir, chère mère, mille choses à tous, un gros bec de Topinet. Paname, vendredi. Ma chère maman, 2 mois toute vitesse comme tout ce que je fais ici. Merci de ta carte reçue ce matin. Je ne me fatigue pas trop, rassure-toi, m'amusant tout plein sans avoir le temps de m'embêter une demi-seconde. Je dors le matin jusqu'à 10h et me couche généralement à minuit 1h. J'ai déjà vu tout Paris en grande vitesse et vais commencer à détailler ça. Je négocie l'achat d'un complet à des prix fantastiquement bon marché. 200 à 300 francs français, à ce compte, je pourrais m'en payer 2. Mardi soir, j'ai été à Knock de Jules Romain, admirablement joué. Tante Jeanne me laisse complètement libre d'aller où je veux et quand je veux. Elle m'invite seulement les jours où il y a du monde à dîner. Ce soir, je vais chez Loz, qui connaît des tas d'écrivains. Ça pourrait m'être utile une fois ou l'autre. Je m'initie petit à petit aux beautés de la vie littéraire à Paris. Ce que j'ai vu de plus étonnant, outre les autos qui se touchent toutes dans la rue Royale, je crois bien que c'est les foules courant dans les couloirs du métro et s'entassant à étouffer entre les affiches, les carreaux blancs brillants, les lampes à arc, et dans une odeur qui ressemble assez à celle qui règne chez nous pendant les lessives. Mais pour parler comme les receveurs de tram, c'est complet. Au revoir donc. Un bon baiser de ton affectionné Top. Postscriptum. Quant à l'impression que me fait Paris, je suis né pour y vivre, j'en suis persuadé. Après Paris, Vienne. En effet, alors qu'il suit des études de lettres à l'université de Neuchâtel, Denis de Rougemont effectue un semestre à Vienne à partir de l'automne 1927. Rescapé d'un échange épistolaire probablement beaucoup plus vaste, 17 lettres datant de ce séjour autrichien ont été conservées. Pour Rougemont, il s'agit du premier long séjour loin des siens, d'où l'importance accordée aux détails qu'il donne quant à ses faits et gestes, ses fréquentations, ses dépenses détaillées au shilling près. L'étudiant est très rapidement à l'aise dans la capitale autrichienne, ainsi qu'à Budapest où il est invité à 2 reprises. Il multiplie les rencontres, les invitations, les balles, les concerts et noue des liens avec des personnalités viennoises et étrangères. Toutefois, il ne perd pas de vue les buts qu'il s'est fixés. Je cite, « Je réunis ici une quantité énorme de notes et de documents. Cela ressortira un jour ou l'autre sous forme de romans et d'essais. Il ne faut pas que je me presse de trop écrire en pleine période de croissance intellectuelle. » De Vienne, il envoie régulièrement des articles à des journaux, notamment à la Revue de Genève. Vienne, samedi soir, octobre 1927. Mes chers tous réunis, wir haben eine vorzügliche Reise gemacht und in die besten Konditionen, das ich hoffen konnte. Ich bin ein wenig vaseux, aber nicht zu viel. Wir haben von St. Margareten bis Salzburg de 11h à 9h morgens ein Déclassement en 2e Klasse genommen und wahnsinnig gut geschlafen. Wir waren allein in einer wunderbaren Abteilung und das war furchtbar gemütlich. J'ai une excellente première impression de Vienne, de l'université, des cafés, des habitants. Nous avons déjà fait quelques démarches peu fructueuses pour trouver une chambre. Il n'y a que l'embarras du choix, mais c'est tout de même un embarras. À part cela, j'ai pas mal couru la ville et amorcé quelques connaissances, déjà un libraire, une actrice du Grand Théâtre. L'université a l'air très sympathique. Pour le reste, je vous le dirai lundi ou mardi, je n'ai plus d'encre et fort sommeil. Baisers à tous, Topin. Mercredi matin, à 8h, octobre 1927. Mes chers, me voici enfin établi dans mes appartements. J'ai trouvé une chambre assez jolie, surtout très bien meublée, un petit secrétaire à ravir et pas de tableau dans le goût d'ici. C'est chez une Lehrerin qui tient un bureau de placement. Elle vient de Königsberg et parle donc un allemand excellent, pour moi fort compréhensible. Pour l'aspect physique, une épicière de 55 ans.
Elle a une vieille bonne un peu gâteuse qui répète une dizaine de fois tout ce qu'elle dit d'une voix chevrotante et larmoyante. C'est probablement pour m'apprendre l'allemand. Hier, je lui ai demandé de l'eau chaude pour me raser, et pendant que ça cuisait, elle psalmodiait « Zum Rasieren, zum Rasieren ». C'est joint à un budget qui risque de subir des modifications nombreuses, mais non pas très importantes. C'est à peu près ce que j'avais prévu, un peu plus peut-être. L'ennui est que cela ne me laisse pas de possibilité d'extra, vêtements, petits voyages. Mais nous allons chercher à donner quelques leçons de français ou de conversation. On me dit que ça se trouve facilement. Au point de vue santé, je me porte comme le Pont Neuf quand il l'était encore. Le climat me convient, la nourriture aussi jusqu'à présent, pneus de la part, et il y a toutes les raisons que ça continue. Je prends quelques cours de Charleston, indispensable ici, avec une missis anglaise et en anglais. Je dois voir un de ces jours le directeur de la Europäische Revue, qui sait qui je suis, paraît-il. J'ai 5 grands articles à écrire et des essais pour un tas de revues. Je ne sais si j'y arriverai. J'enverrai bientôt à maman une liste d'objets dont j'ai besoin quand il y en aura assez pour faire un paquet de 5 kilos. J'attends de vos nouvelles avec impatience et aussi les livres qui n'arrivent pas. Au revoir, Grüß Gott, je vous embrasse total. Lundi matin, le 5 décembre. Je n'ai pas trouvé un instant samedi et dimanche pour terminer cette lettre. Concerts, bals, thé, démarches diverses, travail pour Pan Europa, etc. Voici la liste des objets que je désire. Une chemise blanche, numéro 38, col 39, avec manchette molle. C'est trop cher ici. Une paire de chaussettes de soie noire qui doit traîner quelque part dans mes tiroirs. Une chemise à plis. Bottines et patins à visser, si ce n'est pas trop lourd seulement. Lacets brun et noir, lacets ronds. Des gants fourrés. Je pense que j'irai passer les fêtes à Budapest. J'y serai logé et y verrai du monde. D'autre part, j'envisage difficilement un Noël viennois solitaire. D'autre part encore, cela me coûtera moins cher que de rentrer en Suisse. J'attends le paquet auquel, hélas, j'ai oublié de demander qu'on joigne une culotte de sport et mes bretelles. Au revoir, le temps presse. Dites-moi ce que vous pensez de l'emploi de mes vacances de Noël. Mit herzlichen Grüßen, Topine. Café Magyar Corona. Budapest, le 4 janvier 1928. Mes chers pères, mères und Geschwister. Vos lettres de Nouvel An m'ont fait très plaisir. Je vous en remercie tous en bloc dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie, étant donné mes occupations très absorbantes durant cette seconde semaine à Budapest. J'ai passé une nuit de Saint-Sylvestre très pittoresque, de 10h du soir à 8h du matin, dans 4 endroits différents, mais surtout dans un atelier de peintre, avec des gens costumés et masqués, parlant hongrois et un peu allemand, en sorte que vraiment je me sentais en pays inconnu. Ce qui ne m'a pas empêché, au contraire, de m'amuser follement. Ce qu'il y a de très bien ici, c'est qu'un Français, et même un petit Français, comme il disait, Quiche Francia, fait encore une impression énorme sur le public. Oh, modestie! Quant à ma veillée de Noël, je crois vous avoir dit qu'elle s'est passée chez le docteur Schwarzwald. Il y avait là une trentaine de personnes, artistes, chanteurs célèbres, architectes de génie, journalistes russes et surtout cette invraisemblable Frau Doktor, ce volcan philanthropique qui nous força de chanter Minuit chrétien, nous aidant même de sa voix puissante, ce qui ne manquait pas d'imprévu chez des juifs social-démocrates de la plus belle eau. Après quoi, pour comble, on me fit chanter « Mon Dieu, qu'on était bien quand on était prussien. On allait à l'église, on priait pour le roi, pour la reine Louise et ses divines lois. Le refrain fait fureur à Vienne depuis lors. Tout ça parce que les membres du Centre français me présentent généralement comme un ancien prussien. Cette ville est vraiment d'un pittoresque peu commun, avec son désordre architectural, sa montagne de pierre au centre de Bude,
ces ciels brun-rose au-dessus des rues pleines d'affiches jaunes et rouges aux inscriptions incompréhensibles. Je sais quelques mots de hongrois. À la suite de son séjour autrichien, Rougemont, qui entre-temps a obtenu sa licence ès-lettres à Neuchâtel, trouve un emploi à Paris. Il est engagé comme secrétaire des éditions protestantes Je Sers, qui publie notamment Kierkegaard et Karl Barth. Le poste est passionnant, mais le jeune homme est plongé dans un monde jusque-là inconnu. Son travail et les rencontres qu'il fait rapidement l'absorbent beaucoup. Ses projets personnels d'écriture sont une activité annexe. Dans les 72 lettres de cette époque, on devine en filigrane l'itinéraire spirituel et intellectuel de Denis de Rougemont, mais on découvre surtout un jeune écrivain aux prises avec les aléas de la vie quotidienne et constamment talonné par le manque d'argent. À Paris, il retrouve notamment son ami médecin Monod, qui était à Vienne en même temps que lui, et partage d'abord un appartement avec Roland de Pury. Par la suite, il s'installe quelque temps rue Saint-Placide avec son ami Pierre Beauvais, futur prix Nobel de médecine. Hôtel Corneille, 5 rue Corneille, 6e. Mercredi, janvier 1930. Chers parents, si je n'ai pas écrit plus vite, c'est que je ne savais rien encore au sujet de mon travail. Je sors de chez Caudron avec un paquet de manuscrits à examiner pour faire des rapports et différentes petites missions à remplir. C'est en quoi va consister mon début de travail. J'en fais une grande partie à la maison ou à l'hôtel. Dès que mon bureau sera installé, j'irai y travailler, correspondance, etc., le matin. Donc je suis à peu près libre de faire ce qui me plaît, pourvu que mon travail soit terminé à telle date. Par contre, je ne suis pas du tout fixé quant au traitement. Il me faudra donc chercher d'autres sources de revenus accessoires, car on m'assure, et je m'en assure aussi, qu'à moins de 2000, on ne peut pas vivre suffisamment. Il faut me laisser quelques semaines pour me retourner et trouver. J'ai fait bon voyage, trouvé Roland à la gare, et nous avons commencé notre vie parisienne en musique, c'est-à-dire en mettant des disques fort beaux sur un gramophone qui est le plus parfait qu'on puisse imaginer et que nous louons entre les deux. Économie de concert. Je vous réécrirai dès qu'il y aura du neuf. C'est à peine si j'ai l'impression d'être à l'étranger. Merci encore d'être tous venus à la gare. J'avais l'impression d'une grande séparation. Ici, je l'ai beaucoup moins. En tout cas, je retrouve Paris, son romantisme, avec le plus grand naturel, et il me semble que je le domine beaucoup plus que les autres fois. Votre fils, très affectionné. Dimanche 26 janvier 1930. Chers parents, merci de vos bonnes nouvelles. Nous avons commencé, Roland et moi, notre vie mondaine parisienne par un bal chez Madame Louis de Seine hier soir. 150 personnes environ de la plus haute société française. Prince d'Arambert et de Polignac, duchesse d'Audifré-Pasquier de Vallombrosa, des Rohan Chabot, des Clermont-Tonnerre, etc. Enfin, je crois qu'il n'y avait là que 2 demoiselles Mallet qui ne portassent pas un beau nom aristocratique. C'était bien amusant de se trouver plongé d'un coup dans ce monde qui, en somme, ne nous a pas paru très différent du monde genevois, par exemple. Sauf que les jeunes filles sont toutes d'une correction et gentillesse parfaite. Nous nous sommes assez bien entendus avec une ou deux de ces jeunes filles sages et surveillées par leur mère, qui nous feront inviter ailleurs, en particulier la fille d'un comte de Manneville, qui partage mon enthousiasme pour les Hongrois, son père ayant été ministre de France dans ces pays. Nous sommes invités à un 2e bal chez cette dame de Seine dans un mois, qui sera, paraît-il, beaucoup plus élégant encore et plus nombreux. J'ai été ce matin chez Edmond Jaloux, qui était charmant et me trouvera peut-être du travail dans le domaine de la traduction allemande. Il m'offre de me faire rencontrer des écrivains, de me trouver un appartement pas cher, de placer dans des revues ce que j'écrirai. Rencontrer Guy de Pourtalès au sortir d'un cours au Collège de France sur le romantisme allemand. On croise à chaque pas des célébrités. Toutes ces facilités de la vie parisienne vous excitent à travailler. On sent que ces gens attendent de vous du nouveau, vous demandent au fond plus qu'on ne leur demande. Mon travail à Clamart devient assez intéressant, quoique encore trop vague à mon gré.
J'aurai des moments de grande presse, d'autres de marasme, mais cela me convient assez. Je serai content de recevoir le reste de mon linge aussi vite que possible, étant bientôt à court. J'arrive au bout de mes pommes. Peut-être pourrait-on essayer de m'en envoyer en petits paquets pour voir si ça passe sans encombre à la douane. C'est un tel régal ici. Me voici déjà en retard pour mon rendez-vous rue Royale. Votre très affectionné Taupinet. Mardi soir, juin 1931. Chers parents, la nouvelle de la vente des Gruyères m'a fait un petit quelque chose au cœur, bien sûr. C'est l'adieu à notre enfance, au Val de Travers et au sapin. Peut-être seront-ils plus beaux à distance et dans nos souvenirs. Je travaille beaucoup aux éditions Je Sers, où nous mettons sur pied un énorme et très beau programme. Et voici la tuile. Je n'ai droit qu'à 15 jours de vacances en août. C'est à se suicider. Je compte depuis 1 an sur 1 mois à 6 semaines de liberté pour terminer 2 livres en cours. Je crois qu'en menaçant de démissionner, j'obtiendrai 1 semaine de plus. Mais c'est bien maigre et j'en suis vraiment désespéré. Il fait une chaleur qui me rend un peu gâteux. 1000 pensées affectueuses. Denis. Mercredi, le 30 septembre 1931. Chers parents, ici à Paris, sinon à Je Sers, c'est la panique. Une panique sans précédent, je crois, dans l'histoire du capitalisme. Tous les personnages avec lesquels nous traitons pour des locaux à Paris se trouvent avoir des dettes formidables et les plus grosses maisons, autos, imprimeries, éditions, croulent ou sont à la veille de crouler. Enfin, moi, ça m'est égal. Je n'ai pas grand-chose à perdre que des souvenirs. Jusqu'ici, on avait l'air de dramatiser quand on parlait de ces choses. Mais depuis 15 jours, ce sont les banquiers qui le disent. Et quelle tête ils font! On entrevoit de gros messieurs fiévreux qui entrent à la direction et on dit que la banque X a l'air d'une maison de fous. Tout le monde téléphone à la fois, tue-tête et n'entend rien. Il y a toujours un côté comique à toutes ces choses d'argent, pour ceux qui regardent. Le seul gros ennui serait que Je Sers soit arrêté dans son essor, car la fortune nous tend les bras et il suffirait d'un saut, 1 ou 2 mois, pour la rejoindre. Je vous embrasse. Top. Automne-hiver 1931. Mon cher Denis, je ne t'importune pas souvent de ma prose, et si tu jugeais de l'intérêt que j'ai pour toi, au nombre de mes lettres, tu pourrais me prendre pour un père assez indifférent. Si je t'écris peu, je lis par contre avec grand intérêt tes épîtres. Elles m'étonnent d'ailleurs un peu parfois. Tu vis d'espoirs qui ne sont sans doute pas tous chimériques, mais ne se réaliseront que si les bouleversements que tu pressens ne se produisent pas avant longtemps, ce qu'on ne peut que souhaiter. Tu te représenteras la vie que mènent tes vieux parents dans la vieille demeure. Travail de paroisse, heureusement absorbant en cette saison, assez peu de distractions comme il convient, mais le bonheur d'avoir de temps en temps la visite de bons et vrais amis. Et puis, des nouvelles des enfants, source de tes très grandes joies, quand du moins les nouvelles sont tout à fait bonnes. Je me persuade que tu disciplines ton existence, que tu manges régulièrement, que tu soignes tes intestins, que tu fumes modérément, que tu ne te couches pas très tard et que tu ne te lèves pas trop tard. Dis-moi si je ne me fais pas d'illusions. Ton père affectionné. Samedi 23 janvier 1932. Chers parents, tous les hommes de 20 ans viennent de recevoir un complément d'ordre de mobilisation qui précise terriblement le danger. La haine contre l'Allemagne éclate dans les journaux de tous bords. Faudra-t-il bientôt se réfugier dans un alpage à l'abri des gaz et des mitrailleuses? J'ai vu hier soir des scènes édifiantes à Montparnasse après un grand meeting communiste pour l'anniversaire de la mort de Lénine. La police provoquait littéralement le désordre devant les cafés archi-pleins et j'ai reçu des bourrades d'agents furieux pour me promener simplement, comme tous les soirs, sur le trottoir.
Naturellement que ces scènes assez révoltantes sont une énorme propagande communiste. Pour arrêter 2 ou 3 pauvres diables, il y avait là des centaines d'agents et des taxis pleins de provocateurs en civil arrivaient de tous côtés. J'ai trouvé là par hasard le gros Robert Perrin, qui avait une belle frousse. Il faut tâcher de n'en pas perdre le sommeil. Et bien qu'il ne soit que 1 heure, je vais clore cet épître, planter là mes analyses et rêver à un monde de vacances sans souci du lendemain, à des lectures à l'ombre de l'orme des Ruillères, par exemple. Le 14 avril 1932. Chers parents, dès aujourd'hui, je travaille à la rue du Four dans mon nouveau bureau, somptueux. Nous partons plein d'espoir vers un avenir plus incertain que jamais. Légère amélioration dans nos finances, mais de lourdes menaces pèsent encore. Ce qui me rassure, c'est le calme, la conscience, l'intelligence de notre nouveau directeur. L'ouverture de notre librairie fait sensation à Paris, admirablement située et décorée, intimidant. Je suis resté au lit jusqu'à samedi, toujours soigné par une jeune infirmière alsacienne qui s'est éprise de moi, je le crains, et que je n'ai pas à payer. Mais il faut que je lui fasse un cadeau, conseillez-moi. Tous mes amis ont été grippés l'un après l'autre. Mono est même assez mal et j'ai eu peur pour lui. Le coiffeur prétend que les Allemands sèment des microbes par le moyen d'avions volant à des hauteurs où on ne les voit ni ne les entend. Il est vrai que cette peste est bizarre. Je reçois un instant les caramels exquis et dangereux, on ne peut plus s'en passer. Je suis désolé d'avoir dans ma pelle laissé passer la fête de maman sans écrire, sinon sans y penser. Votre fils affectionné, Topin. Arreuse, le 17 octobre 1932. Mon cher Denis, tu sais bien que ta peine est la mienne. J'avais dit beaucoup d'espoir et de joyeuse confiance en « je sers ». Cette déconfiture est une grande déception et un malheur pour le protestantisme français. Je ne suis d'ailleurs pas inquiet au sujet de ton avenir. En tout état de cause, tu trouveras du travail et les occasions de mettre en valeur tes talents. D'autre part, je réalise que financièrement parlant, ta situation n'est pas brillante et qu'elle est même assez précaire. Et je me demande comment tu t'en tires. Tu me répondras que tu ne t'en tires pas. Et je crains en effet que tu vives d'expédients. Je serais soulagé de savoir un peu exactement à quoi tu en es, quel est le montant de tes dettes, encore que je ne puisse m'engager à les payer toutes, étant donné que nous n'avons pas, tu le penses bien, de disponible en banque. Quoi qu'il en soit, nous sommes constamment en pensée avec toi, impatients d'avoir les précisions que tu nous donneras dès que tu seras en état de le faire. En attendant, te voilà de plus en plus lancé à la Nouvelle Revue Française. Le numéro que tu prépares sera d'un intérêt captivant. On ne peut pourtant pas aller le cœur léger au-devant d'un nouveau conflit franco-allemand sans rien tenter pour le prévenir. L'inconscience de nos journalistes est inimaginable. Pour eux, le problème est inexistant. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Et tout est dit. Adieu, mon cher Denis, ton père affectionné. Paris, le 3 avril 1933. Chers parents, je compte arriver à Arreuse lundi, matin ou soir, je ne le sais pas encore. Cela dépend de la latitude que me laisseront les directeurs de Je sers. J'ai donc, wie gesagt, pas mal de choses à vous raconter, intéressant au plus haut point mon avenir et celui d'une exquise jeune personne que vous ne connaissez pas encore, mais cela ne saurait tarder. Il m'est impossible de vous en raconter beaucoup plus par écrit. D'ailleurs, puisque j'arrive lundi, vous n'aurez pas le temps de faire trop de suppositions. Sachez seulement que les plus agréables seront les plus vraies, moralement s'entend, car pour le reste, je pense que vous n'avez jamais sérieusement cru que je vous amènerais une duchesse milliardaire.
Ceci pour amorcer un récit plus détaillé que je me réjouis de vous faire. À très bientôt donc, votre fils affectionné, Denis. 21 avril 1933. Vous n'avez pas pu vous rendre compte de ce qu'est Simone, durant ces quelques jours où elle s'est trouvée soudain dans une atmosphère tout à fait étrangère pour elle, et privée de la joie qui avait rempli les semaines précédentes. Pour peu qu'une femme soit sensible et douée de quelque délicatesse d'âme, il lui est bien difficile de réagir contre la méfiance qui l'entoure. Elle se recroqueville. Je sens bien que ce qui peut heurter dans ce mariage, c'est son aspect d'aventure, de risque. Inutile d'ajouter que c'est ce qui me confirme dans ma décision. 19 juin. Quant à la question de maman concernant ce que possède Simone, il est bien simple d'y répondre. À peu près rien. C'est-à-dire un peu de literie, un minimum de meubles, une robe et demie, 3 souliers et un cœur d'or. Je suis de plus en plus complètement heureux de penser qu'elle va devenir ma femme et que c'est un vrai miracle de l'avoir rencontrée. Un détail vestimentaire. Je me marierai sans doute en jaquette. Pourrais-tu la donner à un tailleur pour la border d'un galon? Sinon, j'aurais l'air d'un professeur allemand, étant donné la mode depuis la guerre. Les pantalons portés par papa sont-ils encore mettables? Vous l'aurez deviné, les parents Rougemont n'ont pas manifesté l'enthousiasme espéré par leur fils, qui vient de perdre son emploi en raison de la faillite des éditions Josser. Sans perspective professionnelle et sans argent, les deux jeunes gens se marient pourtant le 18 juillet 1933. La correspondance de cette époque, dont il ne sera pas question ici, nous apprend que le couple habite successivement en l'île de Ré, puis dans le Gard, dans des maisons qu'on lui prête. En 1935, Denis de Rougemont accepte un poste de lecteur de français à l'université de Francfort pour 1 an. Plus que jamais, devenu père d'un petit Nicolas en 1935, Rougemont doit trouver des moyens de subvenir aux besoins d'une famille qui s'agrandira encore en mars 40 avec la naissance de Martine. En 1939, Denis de Rougemont est mobilisé. Il est membre fondateur de la Ligue du Gothard, un groupe de résistance au fascisme européen. Quelques jours après l'entrée des Allemands dans Paris, il rédige un article très polémique qui paraît le 17 juin 1940 dans la Gazette de Lausanne intitulée « À cette heure où Paris » et qui commence par cette phrase « À cette heure où Paris exsangue, voile sa face d'un nuage et se tait, que son deuil soit le deuil du monde. Nous sentons bien que nous sommes tous atteints. » Cet article lui vaut immédiatement les foudres du gouvernement suisse et une condamnation de 15 jours de prison militaire pour insulte à chef d'État étranger. En fait, la condamnation sera transformée en une assignation à résidence. Mais la présence de Rougemont en Suisse dérange, de sorte que le gouvernement l'éloigne en l'envoyant aux États-Unis avec un passeport diplomatique pour y donner des conférences sur la Suisse. Ce voyage culturel se transforme rapidement en un véritable exil qui durera jusqu'en 1947. Seules quelques rares lettres témoignent de cette tranche de vie. Denis de Rougemont et les siens s'installent près de New York. Le séjour américain débute par une très grave crise au sein du couple. Seule Antoinette, la sœur de Denis, est mise dans la confidence. Aux difficultés conjugales s'ajoutent d'emblée les habituelles difficultés financières. En 1941, Denis de Rougemont est invité à se rendre en Argentine pour une tournée de conférences. De retour à New York, il est nommé à l'université française en exil. Durant le séjour américain, Rougemont côtoie notamment des exilés français tels que Saint-Exupéry, Saint-Jean-de-Perse, Breton, Duchamp, mais également Albert Einstein. Arreuse, 23 août 1940. Mon cher Denis, nous venons de recevoir votre télégramme. Merci. Nous continuons à penser constamment à vous. Je dépouille donc ton courrier. Quelques demandes de conférence, c'est vite répondu.
Les réponses sont aux indiscrets qui demandent des précisions sur tes études, écrits, occupations, etc. nécessitent un plus grand effort, mais je suis à même de les fournir. Si cela continue, je ferai taper à la machine un curriculum vitae que j'ai composé. De la sorte, je gagnerai du temps. À l'occasion de ton départ annoncé par la feuille d'avis, je reçois d'affectueux messages d'amis. Nous vous embrassons de tout notre cœur et tout simplement ton père affectionné. New York, le 26 juin 1941. Chère Toinette, je suis très heureux de recevoir tes lettres et tous ces détails. Je termine enfin mon livre sur la Suisse pour un éditeur américain et pour l'éditeur français d'ici. Dès que ce sera terminé et remis, je m'embarquerai pour Buenos Aires vers le 15 juillet, je pense. Je compte y rester 2 ou 3 mois et rentrer ici fin octobre. On me paye le voyage, bateau et avion, et on me promet que je ne rentrerai pas sans $. Pendant ce temps, j'espère pouvoir placer les enfants chez des amis, et Simone compte passer 2 mois dans un camp organisé pour les intellectuels européens et où on leur apprend l'anglais. Je ne puis te raconter tout mon drame conjugal, je n'en ai pas le cœur, et il faudrait 20 pages pour expliquer à peu près ce qui en ressort le moins obscurément. Cette crise m'a rendu incapable de travailler pendant 2 ou 3 mois et a fortement compromis ma carrière ici. Tout retardé. Je me trouve aujourd'hui avec $50 dans ma poche, le tiers de mes dettes de ménage. Tout ce que je te dis là, par allusion obscure sans doute, doit rester entre nous. N'en dis rien aux parents ou amis. Si les choses s'arrangent, mieux vaut que rien se sache. Et si je divorce, il sera temps de le dire. Arreuse, le 31 juillet 1941. Mon bien cher, nous n'avions plus eu de nouvelles de toi depuis ta lettre du 19 juin, donc 1 mois. Aussi ai-je été ravie de voir ton écriture. Mais que d'événements et de décisions prises en ce mois. Vous voilà séparés les uns des autres, et il a dû vous en coûter. Et puis avec tout cela, point d'argent de Suisse. Quant à toi, mon cher, ton vœu se réalise de voir l'Amérique du Sud. Que Dieu t'y garde de toute manière et fasse réussir ton voyage. Tu vas emmagasiner des impressions en foule. Tant mieux si c'est l'hiver là-bas. Ici, il a fait la semaine de beau et l'on bramait après la pluie à cause des cultures. La situation matérielle est en effet sérieuse et l'on cultive tout ce qu'on peut. En attendant, on va se préparer partout à fêter le 650e anniversaire et un porteur de flambeau, allumé au Grutli, arrivera à Planaise demain soir. Présente mes hommages à Madame Ocampo et fais-nous des descriptions détaillées de la maison et reçois, mon cher, un bien affectueux baiser de ta mère. Nous lisons consciencieusement tout ce qui concerne l'Amérique. Alice de Rougemont. Arreuse, 2 septembre 1941. Mon cher Denis, il y a 1 an que vous nous quittiez. Tu nous parlais alors d'une absence de 6 mois. Personnellement, je pensais bien que votre séjour là-bas se prolongerait. Il est dans ton intérêt de profiter le plus possible des occasions que tu as de t'enrichir. L'essentiel n'est pas que tu nous reviennes tout couvert d'or, ce qui n'est pas raisonnable, mais riche de connaissances et d'expériences nouvelles. Auras-tu de quoi t'occuper pendant l'hiver? Songes-tu à faire des conférences, à te rendre au Canada ou ailleurs encore? Un retour au printemps vous paraît-il possible? Sans doute ne vous est-il pas facile de préciser vos projets, si impatients que nous puissions être de vous revoir comme beaucoup d'autres parents, vieux parents que nous sommes. Nous patienterons. Je suis toujours encore occupé à faire rentrer les sommes qui te sont dues. Les gens paraissent en général peu pressés de s'acquitter de leurs dettes. Je t'ai adressé en son temps
une enveloppe contenant plusieurs coupures de journaux rendant compte de la représentation de Nicolas de Flue. Je crains que tu ne l'aies pas reçu. Ces journaux socialistes et d'extrême droite ont fait preuve d'un égal parti pris de dénigrement. La clique Beaune, Brechet, Vogelknecht a fait elle aussi son possible pour enrayer l'élan et éteindre l'enthousiasme. Elle n'y a d'ailleurs pas réussi. Adieu, mon cher Denis. Que Dieu t'ait en ta sainte garde, au cœur de tes pérégrinations sur terre et sur mer, qu'il permette que tu retrouves bientôt ton foyer, avec un paternel baiser. Buenos Aires, le 6 septembre 1941. Chère Toinette, ta lettre de Saint-Moritz me réconforte. C'est bon de communiquer, d'entendre une autre voix. Tu as 7000 fois raison dans ce que tu me dis contre un divorce, et tu penses bien que je ferai tout le possible pour l'éviter. Après les mois affreux que j'ai subis à New York dès février, ce voyage est une longue convalescence. Dès le bateau, j'ai été fêté, choyé, traité en grand homme, reçu ici comme une célébrité avec tout ce que ça représente de divers cocktails, interviews, potins, réceptions officielles, banquets, discours, visites, cadeaux, etc. J'en suis encore tout étonné. J'ai tant de peine à me persuader que je suis très connu, qu'on m'a lu partout, qu'on attend beaucoup de moi. Je suis resté un gamin dans le fond. Parterre de ministres, ambassadeurs, marquises et milliardaires. Victoria Ocampo, une écrivaine et mécène argentine, est toujours le même phénomène de beauté, de cœur, de caprice violent. Un être de grand format, autoritaire et timide, trop grande pour tout, physiquement et moralement. Elle m'a logé dans sa maison de ville, dessinée par elle en style Le Corbusier. J'y suis seul avec une photographe allemande réfugiée, servie par un maître d'hôtel, une gouvernante, des bonnes et valets. Va-et-vient continuel, moyenne de 10 visites par jour. Victoria vit dans un château en banlieue et vient ici donner des dîners. Le luxe des gens riches en Argentine est à peu près féodal. Victoria, qui est loin d'être une des plus riches du pays, a 4 ou 5 maisons et 30 valets. Un cocktail donné pour moi par les Bemberg, le dessus du palmier, selon un mot célèbre, il y avait 200 personnes dans 2 salons et une vingtaine de valets en livrée, et l'on n'était pas serré. C'est assez curieux pour moi de parler de choses sérieuses à un tel public. On me traduit beaucoup, et mon protestantisme paraît une nouveauté étrange dans ce pays très clérical, amoral, espagnol par ses susceptibilités et américain par son dynamisme, son ampleur, son gaspillage. Je passe aussi pour avoir beaucoup de succès féminin, mais je n'ai pas eu le temps de le vérifier et je l'aime dire. Toute cette atmosphère de facilité et de fête me fait du bien, me détend comme un long bain, m'empêche de trop sentir toute l'amertume de ma vie intime. Je commence déjà à me réjouir de retourner à New York dans la vie dure, mais près de mes petits et seul quand je le veux. Merci encore de ta bonne lettre, je vous embrasse tous. Denis. Arreuse, le 6 octobre 1941. Mon bien cher, papa t'a envoyé une lettre à Buenos Aires. Elle se sera croisée avec la tienne. Aussi je t'écris maintenant, sans attendre ta réponse. Quelle réception tu as reçue! C'est digne des 1001 nuits. Avec cela, fatigant. Et ton voyage de retour doit être un repos. Mais quel encouragement d'être reçu ainsi! C'est étonnant que ces Argentins soient aussi à la page au sujet des choses d'Europe. Figure-toi que tante Blanche de Métral avait reçu dans une lettre une très gentille phrase à ton sujet de son fils Pierre. Il regrettait seulement que tu fusses pris un peu trop dans un petit cercle intellectualiste au-dessus du peuple. Mais enfin, il soulignait tes succès, et je me demande comment aura été votre rencontre. Et tu auras parlé dans l'église du pasteur Galland,
après les réceptions grandioses et les séjours chez ton ami Lou Torres. En tout cas, c'est un voyage qui compte et nous avons hâte d'en avoir encore des nouvelles. Et puis surtout, nous avons hâte d'avoir des nouvelles de Simone et des enfants. Il n'est rien arrivé depuis sa lettre de juillet. Et toi-même n'avais rien reçu non plus. Tu dois arriver ces jours. Et quel bonheur pour vous d'être réunis. Que vous dire encore d'ici? Chacun a fait force conserve. Les cartes d'alimentation se maintiennent. Les vendanges s'annoncent très belles par cette sécheresse prolongée. Mis de l'ordre ce matin dans l'armoire des jouets, ému de revoir tant de choses de Colino. Tendre message et baiser pour vous quatre que je souhaite réunis, sains et saufs. Maman, papa est de cœur avec moi dans ces messages. 23 novembre 1941. Mon cher Denis, la nouvelle que tu avais enfin obtenu l'autorisation d'entrer aux États-Unis a été pour nous un soulagement. Pour peu que ton voyage se soit poursuivi dans des ambitions normales, tu te trouves depuis quelques jours en famille. Nous en sommes heureux pour toi et pour les tiens. Les récits de l'accueil qui t'a été fait à Buenos Aires et les réceptions organisées en ton honneur sont divertissants et pittoresques. La modestie, ta modestie, a été mise à rude épreuve. Quoi qu'il en soit, je te félicite des succès remportés dans tous les milieux et dans tous les domaines. Je souhaite que les journaux d'ici en donnent quelques échos et précisent que tu as besogné là-bas avec le secrétariat des Suisses à l'étranger et avec Pro-Helvetia. Ici, nous menons la vie que tu te représentes. Neutralité politique, d'accord, mais le 15 juin 1940, le service de presse et radio a donné aux journaux l'ordre suivant. Les articles insistant sur les horreurs de la guerre pour en montrer le caractère inhumain, antichrétien et antisocial sont interdits. Je vous embrasse tous, ton père affectionné. Arreuse, 25 mai 1945. Mon cher Denis, ton long silence, il a duré 2 ans, semblait ne pas devoir finir. Je disais un jour à Antoinette, l'an passé, Denis est comme perdu pour moi, de l'autre côté d'un mur très haut, infranchissable. Ta sœur me répondit, rassure-toi, Denis est vivant et se porte bien. Je n'eus pas la curiosité de lui demander comment elle le savait. Sous le coup de l'émotion causée par la nouvelle que nous apportait la lettre reçue fin décembre, je m'en fus chez les Max Petit-Pierre, dont la sœur de Denis, Antoinette, est l'épouse. Je m'en fus donc chez les Max, leur dire notre souffrance, la partager avec eux. Antoinette m'a dit alors qu'elle avait reçu de toi 2 autres lettres, qu'elle savait tout de votre drame conjugal et que par égard pour les vieux parents que nous sommes, elle ne nous en avait pas parlé, que nous apprendrions assez tôt la catastrophe. En lisant L'amour et l'Occident, je me félicitais d'avoir un fils qui, connaissant les ruses du diable dans le domaine conjugal et toutes les tentations possibles, les surmonterait plus certainement que d'autres. C'était ma sécurité. Quoi qu'il en soit, je ne puis pas encore me résigner à penser qu'il n'y a pas d'espoir de réparer la casse. Adieu, mon cher Denis. Je te serre affectueusement sur mon cœur. Message à Simone, baiser à nos chers petits-enfants. Ton vieux père. Arreuse, 27 septembre 1945.
Mon cher Denis, tes lettres sont moins rares, nous arrivent aussi beaucoup plus vite. Fais tout ton possible pour nous revenir cet automne. Nous avons besoin de te revoir, de te retrouver, d'entretiens qui nous apportent quelques apaisements. Il faut surtout aussi que tu sentes notre sympathie. D'ailleurs, ta présence en Suisse s'impose en ce moment. Il y a des choses à mettre au point, publication, réécriture, relations avec Auxerre, Gallimard et autres éditeurs. De tous les côtés, des amis me disent leur ardent désir de te savoir en Suisse, inspirant tant à nouveau la pensée protestante. On compte sur toi pour mettre sur pied un grand spectacle, pour magnifier la paix. Je ne sais quand ni où. Les portes sont prêtes à s'ouvrir dans nos églises romandes, comme dans un enclos littéraire. Je t'embrasse bien affectueusement, mon cher Denis, et maman en fait autant, ton vieux père. Princeton, le 24 juin 1947. Chère Toinette, je t'écris sur des bouts de papier retrouvés d'il y a 2 et 3 ans. Tout est déjà emballé et en partie expédié. Nous nous envolons donc le 1er juillet et serons à Paris vers midi le 2 à l'hôtel du Palais d'Orsay. J'ai passé des journées heureuses à Washington. On s'y sent au cœur de la puissance mondiale et les gens sont ouverts à tout. Un écrivain connu m'a invité à déjeuner chez lui, je ne savais pourquoi, et à peine à table, en bras de chemise, m'a dit brusquement « Denis, why don't you make a career in this country? Won't you ?» J'avoue que pendant quelques secondes, je me suis dit que j'étais fou de partir. J'ai vu Saint-Jean-de-Perse très longuement, et des amis dans le grand style américain. Ce sont elles qui m'ont le plus aidé ici. Et tant de paysages en auto pendant des heures. Comme d'habitude, je m'en vais au moment où le plein succès venait, pour recommencer je ne sais quoi. Einstein lui-même m'a téléphoné l'autre jour et j'ai été le voir pendant 2 heures. Il avait lu 2 fois mon livre sur la bombe. Enfin, Alea Iacta, volons. Je me réjouis bien de vous revoir. Bien affectueusement à vous tous. En juillet 1947, les Rougemont reviennent en Europe et s'installent à Ferney-Voltaire, dans l'ancienne ferme du château. Georges de Rougemont décède 4 mois plus tard. Denis et Simone de Rougemont divorcent en 1951. Entre-temps, Rougemont a fait la connaissance de celle qui deviendra sa seconde épouse, Nanique. Aussitôt rentré en Europe, Denis de Rougemont s'engage avec ferveur dans la construction européenne. À la fin du mois d'août 1947, c'est lui qui prononce le discours inaugural du premier congrès de l'Union européenne des fédéralistes à Montreux, d'où sort le congrès de La Haye de 1948. Rougemont fait aussi la promotion d'un centre européen de la culture dont il sera plus tard le directeur. On imagine sans peine la fierté d'Alice de Rougemont à la lecture de la lettre que son fils lui envoie de La Haye en mai 1948. La Haye, le 14 mai 1948. Chère mère, j'ai terminé mon séjour ici, les 2 semaines les plus fatigantes de ma vie. J'ai fait 9 discours, conférences, déclarations cinéma à la radio, conférences de presse, et pendant 3 jours, je n'ai presque pas dormi et à peine mangé, en menant de dures batailles dans les coulisses du Congrès. Mais tout a bien fini. J'ai lu le message du Congrès aux Européens à la fin de la dernière séance plénière, après les discours de Churchill, Ramadier et Van Zeeland. C'était plutôt émouvant pour moi, comme tu peux l'imaginer. Il y avait là 18 anciens présidents du Conseil et 28 ministres, 300 députés aux divers parlements européens, en tout 1200 personnes de 18 pays, plus le nonce, envoyé spécial du pape, des évêques et une nuée de journalistes, cinéastes, etc. Churchill a dit en français « Très bon, excellent ». Je reprends l'avion demain et serai au début de l'après-midi à Ferney où j'ai envie de dormir pendant 1 semaine.
vous pouvez me voir aux actualités du cinéma, derrière Churchill, sur la tribune d'honneur, 3e rang, entre les épaules de Churchill et la princesse Juliana lors de l'inauguration. La princesse m'a demandé des nouvelles de ma sœur. Elle n'a pas dit grand-chose de plus. Elle est très timide, me dit-on. L'écho du congrès a été considérable dans la presse française et anglaise. Je ne sais pas encore ce qu'en a dit la presse suisse, qui avait 5 ou 6 correspondants spéciaux. J'ai hâte de retrouver ma petite famille et la paix des champs. J'espère faire un saut à Neuchâtel avant la fin du mois. Ton fils affectionné, Denis. C'est Alice de Rougemont qui conclura notre lecture par 3 missives choisies parmi les 129 lettres écrites à son fils. Datant de la fin de sa vie, elles témoignent de l'admiration d'une mère pour un fils devenu tout sauf un homme ordinaire. Aume de l'Ermitage, le 2 avril 1969. Mon cher Denis, merci. C'est la plus belle lettre que j'ai reçue de toi. Cela m'encourage à entrer dans ma 93e année. Et je t'assure que j'en ai besoin. Comme tu dis, j'ai une vieillesse somme toute heureuse. Qu'elle réjouisse mes enfants, c'est bien gentil de me le dire. Que Dieu vous aide tous. J'espère aussi vous voir à Ferney à votre retour. Je me réjouis d'entendre tes interviews à la radio. Pour le moment, nous t'avons entendu à la télévision. Je suis très contente des prix qui te seront décernés. Tu les as bien mérités. Je t'embrasse tendrement, mon cher. Mes vives félicitations pour tes succès si divers. Mes affectueux baisers à Nanick. Votre mère affectionnée, Alice de Rougemont. Ermitage, le 20 juin 1971. Mon cher Denis, Suzanne Monvert m'a apporté quelques pages de toi à propos du vote des femmes dans un illustré. Lequel, je ne sais. Cela me touche de voir quel rôle tu attribues aux femmes, aux mères dans la transmission des us et coutumes, etc. et dans la vie. Je suis confuse de l'avoir fait si imparfaitement. J'espère que vous allez mieux l'un et l'autre. Je prépare mon départ pour Arreuse dans une semaine. Le lundi 28 juin, accueilli heureusement par la fidèle aide familiale mademoiselle Clotu, qui commence à se fatiguer aussi. J'espère qu'on vous y verra. Pour le moment, c'est charmant d'avoir Antoinette venant manger des cerises avec ses 3 petites filles d'Iran. Je souhaite que vous n'ayez pas eu de dégâts dans le jardin avec ces intempéries. Écris-moi un mot et reçois mes meilleurs baisers. Ta mère affectionnée, Alice de Rougemont. PS, je relis Vivre en Amérique avec intérêt. Encore toute mon affection. Ermitage, le 27 septembre 1973. Et elle mourra le 8 octobre. Mon cher, heureusement que je viens de recevoir des nouvelles de toi indirectement. Une dame, une de nos pensionnaires, vient de m'apporter ton article dans la Suisse. J'en suis réconfortée. Mais j'attends quand même. Tu dois être suroccupée. Mes affectueux baisers et félicitations. Ta mère affectionnée, Alice de Rougemont. Je parlais de l'école primaire qui prend des petits-enfants tout frais et qui rend des citoyens à l'œil torve au bout de 7 ou 8 ans, après les avoir convenablement alignés, jusque dans leurs réflexes. Je compte rééditer ce petit pamphlet qui avait, je ne sais pas, 80 pages, que j'ai écrit à 22 ans, en le confrontant justement avec la situation actuelle de l'enseignement, après le passage de Piaget, de l'école Rousseau, de l'Institut Rousseau, et de toutes ces choses qui auraient dû tout de même apprendre beaucoup au gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'ils aient tellement suivi. Dans ce sens, il y a une inertie énorme à vaincre dans ce domaine-là. Eh bien, moi, j'étais très loin de savoir ce que ça signifiait, de s'appeler « de », n'est-ce pas, un « de », comme on disait. Je n'avais pas la moindre idée de ça. Et j'ai
J'ai perdu ma virginité sociale le jour de la première leçon d'instruction civique à Couvet, justement, quand notre instituteur a commencé sa leçon en disant « En Suisse, on est tous égaux ». Je crois même qu'il a dit « En Suisse, tout le monde est égaux ». C'est pas parce qu'il y en a qui s'amusent à mettre devant leur nom de ou du ou de là qu'il faut qu'ils se croient plus que les autres. Alors, à la récréation qui a suivi, n'est-ce pas, ça n'a pas raté. J'ai pris une raclée mémorable. J'avais les 35 gosses de la classe qui me jetaient des énormes blocs de neige avec des cailloux dedans. Eh bien, voyez-vous, contrairement au proverbe allemand, n'est-ce pas, qui dit que les fils de pasteur n'arrivent jamais à grand-chose, ou qui tournent mal, comme Nietzsche, par exemple, moi, je crois que ça a été un atout pour moi. Ça m'a donné une vision de la société dans toutes ses couches, beaucoup plus réaliste que je ne l'aurais eu autrement, dans un autre milieu. Et je dis réaliste pas seulement parce que je voyais bien les conditions matérielles des gens, mais aussi leurs conditions spirituelles, n'est-ce pas ? On expulse trop souvent de la réalité tout ce qui n'est pas purement matériel. La réalité est à moitié spirituelle. Et alors ça, je le voyais de très près. Qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, les gens viennent beaucoup chez le pasteur et les enfants qui ne sont pas censés savoir ce qui se passe regardent. Notre seul espoir de survie comme Suisse, c'est d'étendre la formule suisse de proche en proche à toute l'Europe. La véritable finalité, ce serait de dire, nous ne voulons plus que le but de la société soit le profit individuel ou des corporations et la puissance des États. La puissance toujours militaire, en fin de compte. Nous voulons au contraire que le but de la société, des communautés, de la vie en société, soit le libre développement des personnes, du plus grand nombre possible de personnes, acquérant le plus grand nombre possible de moyens d'exprimer leur vocation.